Cette semaine, à Église en sortie, on fait la revue de l'année 2019 et les projections pour 2020 avec le sociologue et chroniqueur Mathieu Bock-Côté. Et on vous présente le témoignage du frère Pierre Benoît de la Fraternité monastique de Jérusalem à Montréal. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons faire une rétrospective de cette année 2019 puisque l'année 2020 commence dans 2 jours. Alors pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Mathieu Bock-Côté. Bonjour. Bonjour. Mathieu Bock-Côté, on vous connaît très bien ici même au Québec et dans la francophonie, pourrait-on dire. Vous êtes chroniqueur au Journal Montréal, Journal de Québec, au Figaro. Vous avez un blog, vous participez même à des émissions télévisées, à la Joute notamment. Alors, et vous êtes un auteur prolifique. On va avoir l'occasion de parler de tout ça durant cette rétrospective sociologique, politique, un peu de tout ce qui s'est passé cette année. Bon, l'année 2019, là, selon vous, là, si vous aviez à dresser une liste d'événements ou de sujets qui ont vraiment retenu l'attention, 2019 pour Mathieu Bock-Côté, quel est le portrait que vous portez sur cette année? Alors, au Québec, je pense que c'est l'année de la Charte de la laïcité. C'est-à-dire, ça faisait 10 ans, depuis la crise d'accommodement raisonnable, qu'on parlait de cette question-là, mais on s'enfonçait dans l'impuissance. C'est-à-dire une délibération qui n'aboutit jamais en démocratie en vient à corrompre le processus démocratique en lui-même. On parle, mais ça n'aboutit pas. Et on a tendance, c'est une espèce d'oubli d'ailleurs de la pensée politique contemporaine, c'est que la démocratie, ce n'est pas que la délibération, c'est aussi la décision. Dépasser la commission Bouchard-Taylor, mais qui était quand même un exercice nécessaire. Moi, j'étais très sévère envers Bouchard-Taylor parce que le résultat était assez navrant intellectuellement. Je trouve que c'est un mauvais rapport et on a fait semblant de trouver que c'est un rapport brillant. Je n'étais pas de cet avis. Mais quoi que, donc 10 ans de délibération, projet de loi, plusieurs projets sous les libéraux, la Charte des valeurs du PQ, mais toujours l'échec. Et là, pour la première fois depuis longtemps, il y a eu une décision politique importante sur le plan existentiel qui a été prise au Québec avec la Charte de la laïcité du gouvernement Legault. Et de ce point de vue, pour moi, ça marque un tournant. C'est-à-dire, ce n'est pas la même histoire qui reprend, c'est-à-dire que ce n'est pas le retour à la souveraineté du Québec qui culminera dans un référendum dans quelques années, mais c'est le retour d'un nationalisme centré sur les aspirations historiques du peuple québécois, qui marque une dissidence formelle, une rupture explicite avec le multiculturalisme canadien, qui marque une rupture aussi explicite avec le gouvernement des juges, avec l'utilisation de la clause non-obstant. Donc, au total, je dirais que 2019, c'est une année de réaffirmation politique du peuple québécois, de réaffirmation nationale. Depuis 20 ans, on s'était, je dirais, habitué à la société québécoise. Et là, on a renoué avec le peuple québécois, avec la nation québécoise. Et ça me semble d'une importance capitale. Mais ne trouvez-vous pas justement que peut-être, le débat s'est détourné peut-être de la condition religieuse et vraiment de la place publique de la religion pour se tourner vers... c'était un projet qui incarnait justement ce désir d'autonomie provinciale, oui. Mais... Et justement, on s'est peut-être détourné du débat fondamental. Non, le débat fondamental pour moi, c'est celui de l'autonomie du Québec, évidemment. Ça, il n'y a pas de doute. La question fondamentale, c'est celle de la possibilité pour le peuple québécois de gouverner par lui-même. Or, la question de la laïcité, c'est à travers cette question que depuis le milieu des années 2000, peu à peu, c'est à travers cette question qu'on a réappris à poser la question nationale. Et de ce point de vue, la laïcité, évidemment, était un objectif valable en lui-même. La laïcité, surtout dans le monde qui est le nôtre, elle permet de transcender les communautarismes religieux, elle réaffirme le primat du lien civique, elle réaffirme aussi, et c'est très important dans le cadre québécois, je crois, le modèle d'organisation de notre société fidèle à une volonté de laïcisation inscrite dans l'histoire pas que récente. Mais, donc, elle est valable en soi, la laïcité. Mais, comme je l'ai dit, elle était aussi valable sur le plan national. C'est la première fois depuis le référendum qu'on en gagne une collectivement, disons comme ça,
que le Québec affirme son propre modèle d'intégration. Pour moi, la laïcité, c'est le socle à partir duquel, dans les années à venir, il faudra construire pour pousser plus loin la différence nationale québécoise, la réalité de la nation québécoise. Mais justement, peut-être un combat plutôt plus direct, selon moi, pour manifester ou asseoir cette autonomie provinciale serait plutôt la langue, puisque vraiment la religion, c'est quelque chose qui fait partie de la société civile, mais qui est d'une certaine façon optionnelle pour tous. La langue française, elle est liée vraiment à l'identité québécoise. Alors, au niveau séculier. Devrait-on pas peut-être justement asseoir cette autonomie sur cet enjeu-là? Alors, pour moi, l'autonomie nationale, l'indépendance nationale doit être visible dans tous les domaines, évidemment. Le fait est que les Québécois, depuis 10 ans, avaient considéré, avec raison, je pense, que la question de la laïcité était la question par laquelle ils ressaisissaient le thème de leur identité. La laïcité, c'était le terme par lequel on embrassait plus large. La laïcité disait plus que la laïcité. Cela dit, vous aurez noté, en novembre 2019, la question longtemps oubliée, mais vous l'évoquez, de la langue est revenue dans la vie politique québécoise de différentes manières. Engagement de plusieurs personnalités importantes, Mme Marois, John Parizella, donc au-delà des partis. Il y a eu un sondage. Un sondage très important qui montrait que les Québécois, soudainement, parce qu'ils le savaient au fond d'eux-mêmes, le français régresse au Québec, il régresse terriblement. Donc là, il y a une régression encore. Et s'il n'y a pas un geste politique volontariste fort pour réaffirmer clairement l'importance du français comme langue commune, mais aussi comme langue vivante, comme langue des rapports sociaux, comme langue des rapports économiques, s'il n'y a pas un travail, et langue de l'existence nationale, finalement. André Bello disait, on n'a pas besoin de parler français, on a besoin du français pour parler. C'est l'expression de notre être collectif. Eh bien là, il y a un nouveau chantier qui se présente devant nous. C'est celui de l'affirmation linguistique. Il faut renouer avec ce chantier qui était au cœur de la Révolution tranquille, qu'on avait laissé tomber depuis une vingtaine d'années. Et là, ça remonte à la surface. La situation est inquiétante. On pourrait même dire qu'elle est dramatique. La nécessité d'une action politique forte revient. Ça aussi, j'en tire une leçon. À tout le moins, ça fait partie du portrait de l'année 2019. Dernier élément, même si on pourrait en nommer plusieurs autres, il y a la nécessité de franciser non seulement les services publics, mais en matière d'éducation. Je trouve que ça fait 20 ans plus que ça que je suis favorable à l'application de la loi 101 au collégial. Je crois que c'est nécessaire d'appliquer la loi 101 au niveau collégial pour envoyer le signal que le parcours scolaire se fait du début à la fin. Ensuite, l'université, c'est une autre question. En français, il ne doit pas être possible de s'en désaffilier dès qu'on en a la possibilité dès le collégial. Donc, si on fait des choses comme ça, ça envoie un signal clair de désir de francisation. La langue française, une langue parlée, a toujours un lien avec une culture. Ouais. La culture québécoise, on le sait, elle est vraiment parsemée vraiment à tous les strates de son histoire par la présence de l'Église, ouais. Jusqu'au point où est-ce qu'on a dit la foi est la gardienne de la langue est la gardienne de la foi. Voyez-vous un lien entre la baisse de la pratique religieuse du catholicisme et la baisse de la francophonie au Québec? Non, ça, je crois que les Québécois, avec la Révolution tranquille, c'est même, notez bien, la réaffirmation linguistique forte du Québec dans les années 60 arrive au même moment qu'une baisse significative de la pratique religieuse. La loi 101 n'arrive pas au Québec dans un moment de haute ferveur religieuse, disons ça comme ça. Donc, je pense qu'on doit distinguer les deux. Les Québécois l'ont fait de toute façon, mais ce qui est sur un autre registre vrai, c'est que une langue, c'est l'expression d'une identité. Dans cette identité, il y a un patrimoine historique qui est celui du catholicisme. Il y a un noyau, presque dire une matrice, mais un noyau symbolique qui est celui du catholicisme, ou à tout le moins un élément fort. Et moi, je crois qu'un peuple n'a pas avantage à se construire en reniant systématiquement tout ce qu'il a été. Donc les Québécois d'aujourd'hui ne sont plus un peuple de catholiques pratiquants, évidemment, c'est le moins qu'on peut se dire, mais ils devraient conserver une mémoire pas strictement négative et peut-être même quelque peu féconde de ce qu'a été le catholicisme pour eux. Et de ce point de vue, j'aborde la question du catholicisme, moi, sous le signe donc, du patrimoine historique. Ensuite, il appartient à chacun de savoir s'il a la foi ou non. Mais sur le plan culturel, sur le plan de l'identité collective, on ne saurait faire comme si le catholicisme n'a été qu'un corps étranger qui nous aurait comme... Vous savez, c'est un peu le changement dans l'histoire. Jusqu'en 60, on voit l'Église comme... Non, jusqu'en 60, c'est pas le corset, c'est plutôt la structure. C'est à travers elle que se structure la personnalité de la nation. Et après 60, ça devient le corps étranger qui nous vampirisait. Me semble-t-il qu'il y a une espèce d'entre-deux à travers cela qui permet à la fois d'être critique envers là où l'Église a fauté et elle a fauté, et de se réapproprier d'une autre manière une partie de notre histoire qu'on ne saurait renier sans se renier soi-même. Vous avez mentionné un peu ces deux combats à mener au Québec. Selon vous, parlez-nous un peu à l'international. Quels ont été les événements vraiment importants en 2019? Alors, on pourrait en nommer plusieurs, mais je me permettrai d'en nommer un particulièrement qui n'est pas sans lien avec ce qu'on vient de dire, par sa charge symbolique. C'était l'incendie de Notre-Dame.
moi, qui m'a bouleversé. On pourrait nommer des tonnes d'autres événements, évidemment. Mais ce qui s'est passé à Notre-Dame, on a eu l'impression que c'était justement le noyau intime de la France de toujours. Hein. Pas seulement de la France révolutionnaire, mais de la France éternelle, comme on disait, qui a été atteint. Et on a vu des croyants, des incroyants, des catholiques, des protestants, des musulmans, des juifs, des bouddhistes, des gens de toutes les confessions être profondément heurtés par ce qui se passait là-bas. On chantait l'Ave Maria dans les rues. Oui, parce que c'est le sentiment que c'était un symbole de... Vous savez, les peuples ont besoin de continuité. On avait là un symbole qui marquait les régimes passaient, les époques passaient, mais Notre-Dame demeurait. Et là, on a eu une peur profonde pour ça. Un autre événement qui n'est pas sans lien non plus, mais dans un autre pays, la suite, me semble-t-il, de la décomposition du mouvement national catalan. On a vu ce qui se passait, encore une fois, avec la condamnation des prisonniers politiques en Catalogne, que l'on soit favorable ou non à l'indépendance de la Catalogne, c'est une question qui concerne les Catalans, la brutalité du traitement réservé aux Catalans, la violence même, le refus de prendre au sérieux le droit à l'autodétermination des peuples. Hein, ce club sélect des États déjà constitués qui refusent d'imaginer l'idée qu'un nouveau peuple puisse se joindre à eux, eh bien, on a vu, encore une fois, que la question nationale demeure très vivante dans notre monde, très pesant. On le voit en Écosse, hein, avec le Brexit, qu'est-ce que ça va donner? On le voit en Catalogne. Moi, je regarde ça. Je dis pas que je ne veux pas dire aux Catalans quoi faire à leur place, mais de toute façon, ils s'en fichent un peu. Mais ce que je vois, c'est que la brutalité du traitement réservé nous montre à quel point le droit à l'autodétermination des peuples demeure à la fois essentiel et fragile, essentiel et complexe aussi. Même dans le vocabulaire. Hein. Quel est le terme utilisé par la classe politique européenne pour parler des Catalans? On parle du régionalisme catalan. Donc pas du nationalisme, pas du patriotisme, du régionalisme, comme s'il s'agissait d'une forme d'affirmation collective diminuée. Eh bien, on peut, me semble-t-il, manifester notre sympathie pour les Catalans d'une manière ou de l'autre. Vous avez manifesté les grands événements, selon vous, qui vous ont marqué personnellement dans l'actualité de 2019. Si vous le permettez, on va le prendre quelques instants pour aller voir un reportage et on va discuter vraiment de ce qui s'en vient, peut-être des grands mouvements idéologiques après. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir une vidéo relatant l'expérience du frère Pierre Benoît de la Fraternité monastique de Jérusalem à Montréal, une réalisation Bruno Olivier. Alors, je ne suis pas né moine, j'ai fait des études d'architecture. L'architecte, c'est vrai, il travaille avec la matière, mais il travaille aussi avec l'espace. Hein? L'espace, on ne peut pas l'attraper, la lumière non plus, et pourtant, c'est là qu'on fait notre expérience des lieux. Hein? Une des choses dont j'ai plus pris conscience, c'est que la lumière est issue des ténèbres, en fait. Donc, il y a quelque chose d'une révélation progressive. Hein? C'est ça, ce jeu correct, savant et magnifique, des volumes assemblés sous la lumière, comme disait Le Corbusier. C'est une question de rencontre, de communion, en fait. Voilà, c'est ça. Mais si on éteint la lumière, on ne voit plus rien. J'ai eu la chance de travailler comme guide dans un monastère. C'était dans le sud de la France, il y a plusieurs années. J'étais pas encore moine. Une abbaye du XIIe siècle touronnais, cistercienne très belle. Un matin, je suis descendu tout seul dans l'église et le soleil était en train de se lever et les rayons du soleil qui inondaient ce vitrail, qui ricochaient sur les pierres. Le soleil, le vent qui vient nous visiter, on chante ça dans l'office du matin. Amour de notre Dieu qui nous conduit sur un chemin de paix, de bonheur, de vérité. Et cette lumière, ça n'a pas duré très longtemps, hein, peut-être 10 minutes, mais qui s'est mis à irradier l'espace. Puis dedans, moi, je me sentais comme renouvelé, purifié, régénéré. Voilà. Et puis, rappeler à qui je suis en vérité, mon identité en tant qu'homme, en tant que croyant aussi, en tant qu'homme qui cherche Dieu, qui cherche cette lumière véritable. Il est lumière pour soi, mais il est lumière pour le monde aussi. De fait, j'étais dans la solitude, mais dans une communion avec tout ce monde créé, hein, cette matière magnifiée par la lumière, et puis ce monde entier qui nous entoure, qui croit en Dieu ou qui n'y croit pas encore. Voilà.
Dans la liturgie pascale, la veillée de Pâques, on voit ça très clairement. C'est Jésus-Christ qui nous rassemble comme lumière, là. C'est signifié concrètement dans le cierge pascal qu'on consacre. Et puis c'est lui qui, après nous avoir rassemblés, nous guide. Voilà, il est devant nous, voilà, comme lumière qui va nous éclairer, nous illuminer d'ailleurs. Hein. On parle de l'illumination baptismale pour ceux qui vont recevoir le sacrement du baptême. Le sacrement du baptême qui les fait disciples pour être eux-mêmes témoins de la lumière, porte lumière au cœur du monde. Alors après, ensemble, on célèbre au sommet de cette liturgie de la nuit de Pâques qui nous met déjà un pied dans le paradis où c'est un monde de lumière éternelle, voilà, dans la Jérusalem céleste. L'Eucharistie, tu vois, c'est ce soleil levant, l'adoration, on parle d'un astre dont la guérison est dans ses rayons, voilà. Un morceau de lumière qui vient rejoindre la lumière en attente qui est à l'intérieur de toi, ouais, c'est ça. Un don qui est fait à toute l'humanité qui est en cheminement, en pèlerinage, et nous-mêmes. En conséquence, on est appelé à être enfants de lumière, comme dit l'Écriture. Alors ça, déjà, ça nous apaise. C'est pas à nous de fabriquer la lumière, là, c'est de la recevoir et de la porter, en fait. Hein. Dans la liturgie, il y a un rôle qui est assuré par nos sœurs. Elles sont sérophéraires, c'est-à-dire celles qui portent la lumière. Et c'est un petit peu notre rôle, finalement, dans le monde, de porter cette lumière qu'on a reçue par grâce, vraiment, parce que qui on est. Et sans chercher bien loin, hein, c'est parfois juste dans le cœur de ton frère ou de toi-même qu'il y a une lumière qui est éteinte, mais qui attend juste, là, voilà, qu'on vienne l'éclairer. Il est passé en faisant le bien. C'est Jésus-Christ. Hein. Mais imagine ça, il traverse les villages de Samarie, il rencontre ces personnes, parfois un peu rétives, parfois malades, mais il pose ce regard de bonté, de bienveillance, d'écoute, de miséricorde, de tendresse. Et pas juste des sentiments, hein. C'est une posture qui remet les gens debout, qui ouvre les yeux des aveugles, qui réconcilie les frères désunis. On est beaucoup en termes d'efficacité, mais on peut aussi réfléchir en termes de bonté, en fait. Ouais. D'abord de voir le cœur de la personne. Et puis si elle est là, vivante devant toi, c'est qu'il y a quelque chose en elle à rencontrer, à écouter. Et c'est là qu'on va ensuite pouvoir faire un bout de chemin ensemble, là, de ce passage de la ténèbre à la lumière, parce qu'on y est tous appelés. Et puis il y a quelqu'un qui est là pour nous attirer, en fait. Ouais. Nous attirer vers lui, vers son cœur. Nous sommes toujours en présence de Mathieu Bock-Côté. On l'a vu vraiment, votre point de vue sur l'actualité 2019. 2020 s'ouvre et peut-être pour nous permettre de faire des projections, savoir les grands courants idéologiques qui sont à l'œuvre dans le monde, ça aide toujours. Alors, quels sont justement ces grands enjeux sociaux et ces tendances idéologiques là, qui vont, selon vous, s'exprimer en 2020? Il y en aura des tonnes, mais j'en nomme deux. La première, c'est que je suis très inquiet, moi, du retour du fanatisme idéologique et politique dans nos sociétés. À travers différentes causes, hein, que ce soit l'antiracisme décolonial, le féminisme extrême, le véganisme, tout ça, un certain véganisme. Donc, une forme de... Le désir de radicalité n'avait pas quitté la politique, il était peut-être en sommeil depuis une vingtaine d'années, mais là, il est de retour, à gauche surtout, il faut bien le dire. Donc, une radicalité assez inquiétante qui rompt avec les codes de la civilité démocratique et libérale. Donc, fondamentalement, cette idée que l'autre devant soi n'est pas un ennemi, mais un adversaire avec qui on peut parler, même si on pense que globalement tort, on accepte néanmoins qu'il est de bonne foi dans ses positions. Cette espèce de radicalisme est très, très inquiétant pour moi. Et il n'est pas sans doute que l'autre tendance que je voulais évoquer, c'est la régression époustouflante de la liberté d'expression. Les fanatiques, les radicaux de chaque tendance ont de plus en plus volonté de faire taire ceux qui pensent autrement qu'eux. Annulation de conférences, annulation d'événements, annulation de pièces de théâtre. On le voit au Québec, on le voit en France, on le voit aux États-Unis, on le voit ailleurs. Et cette espèce de
de guerre déclarée à la liberté d'expression, qui ne serait rien d'autre que le masque derrière lequel se cacherait le discours des puissants. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Il y a une attaque directe contre la liberté d'expression aujourd'hui, une attaque revendiquée contre la liberté d'expression. Eh bien, devant ça, je pense qu'on va avoir à défendre la liberté d'expression dans nos sociétés contre justement des groupuscules qui cherchent à la confisquer, contre des administrations lâches et des pouvoirs lâches qui n'osent pas défendre les conditions institutionnelles de la liberté d'expression. Et plus largement, contre cette espèce de, j'en ai déjà parlé, mais c'est politiquement correct, qui crée un climat général dans nos sociétés de censure, d'inhibition, d'étouffement de la parole publique. Et devant cela, donc je pense qu'il va falloir poser, j'y reviens toujours, la question du régime finalement. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des nouvelles avant-gardes fanatisées qui remettent en question par leur action, c'est la puissance des minorités actives, hein, les fondements même du régime de démocratie libérale. Et peut-être c'est dans cette direction qu'on doit se tourner et non pas vers une autre pour voir où sont les véritables dangers internes aujourd'hui pour nos démocraties. Mais cette radicalité, vous le mentionnez, bon, elle est liée à justement une absolutisation du bien. On est persuadé d'avoir raison et donc on essaie de faire taire l'adversaire. N'est-elle pas aussi liée plus profondément, vous faites mention du régime, mais de mon côté, je verrais plutôt vraiment une absence, un vide au niveau des dimensions spirituelles ou intellectuelles très élevées, disons, qui fait en sorte que, puisqu'il y a un vide, on recherche à remplir cette espérance par des choses temporelles qui nous poussent à justement à chercher le bien, à l'utopisme, pourrait-on dire, et donc justement à essayer de condamner et voir l'adversaire politique comme un ennemi à abattre. Alors ça, c'est ce que Fogelin appelait, alors là vous me pardonnerez la formule, mais je suis heureux de la placer à la télé une fois dans ma vie, l'immanentisation de l'eschaton. C'est-à-dire cette idée de ramener dans l'histoire les fins dernières, la construction d'une société absolue, achevée, réconciliée, une société qui finalement transparente à elle-même, dans la conscience d'être le bien pur. Bon, et puis on ramène ça dans l'histoire. Donc si vous êtes persuadé d'avoir le monopole du vrai, du juste et du bien, et vos adversaires, ben, donc, c'est pas des adversaires, c'est des ennemis politiques. C'est l'incarnation de Satan. C'est l'incarnation du mal, c'est l'incarnation de la régression, c'est nauséabond, c'est sulfureux. Bon, tout le vocabulaire est là. Si vous avez le monopole du bien, eh bien, vous êtes incapable de faire preuve de tolérance. Et ça, je pense que la tolérance libérale présuppose justement cette idée que personne n'a accès à un monopole du vrai, du juste et du bien. Que le bien, même le bien civique est tellement complexe, même pas le souverain bien, le bien civique est tellement complexe, le bien commun, qu'il faut qu'il y a plusieurs angles qui se jettent sur lui. Et une société a besoin, je l'ai souvent dit, de liberté, d'égalité, d'autorité, de dissidence, de conservatisme, de progressisme, d'enracinement, de cosmopolitisme, de transgression et d'ordre. Et une société qui veut abolir un des pôles. Aujourd'hui, le pôle conservateur est une société qui révèle une tentation totalitaire. Et de ce point de vue, oui, je pense que l'homme, il y a une quête d'absolu dans l'homme. Lorsqu'il ne projette pas son absolu dans un au-delà qui se dérobe à son action, donc il projette l'absolu dans le monde, et lorsque ce n'est plus par la médiation spirituelle ou religieuse, et lorsqu'il n'y a pas non plus la prudence politique qui ferait dire que oui, je veux construire la meilleure cité possible, mais je sais que l'histoire ne sera jamais terminée et que tout sera toujours à reprendre, parce que toute cité, même la meilleure, finit par se corrompre. Alors les conditions sont réunies pour un nouveau fanatisme. De cela, je m'inquiète terriblement. Et selon vous, quels sont les événements qui vont se passer en 2020 qui risquent d'être vraiment le lieu de la manifestation de cette tendance? Les élections aux États-Unis, peut-être? Ça dépend. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire ça, aux États-Unis, je trouve que l'Empire américain se montre de plus en plus pour étant un univers parallèle à l'ensemble du monde occidental, un milliardaire un peu incandescent, disons ça comme ça, transgressif en tout, Trump devenu président, mais qui se croit comme le président de l'Amérique insurgée, d'Amérique des petites gens. Là, Michael Bloomberg qui s'amène dans la campagne, qui dit qu'il va investir des centaines de millions de dollars pour faire tomber Trump. On ne sait pas ce que ça va donner au moment où on se parle, on ne sait pas ce que ça va donner. Un pays fracturé selon des lignes très violentes. Alors non, je pense que l'Empire américain, on doit Bon, physiquement, c'est difficile de s'en détacher, on est sur le même continent. La géographie n'est pas un pur construit social, mais mentalement, on doit éviter de se définir dans son reflet, dans son imaginaire, à partir de ces catégories. Et donc, au Québec? Non, moi, je pense que... mais ça, oui, un peu partout ailleurs. Moi, je pense que le lieu où on peut voir l'évolution de ce fanatisme nouveau, c'est l'université. L'université est le lieu, véritablement, où ce fanatisme nouveau s'exprime de manière complexée et même revendiquée.
où il est mis de l'avant à la manière d'une fierté nouvelle, c'est-à-dire nous sommes au service d'une forme d'extase collective aussi qui fait avec ça quand vient le temps d'interdire un conférencier. On se mobilise, on le dénonce, on fait des slogans, on réussit à le faire partir. Très bien, les 2 minutes de la haine ont eu lieu, comme dirait Orwell, et là on est dans l'extase du bien accompli. Et ça me fascine de ce point de vue à quel point la haine, lorsqu'elle est exprimée contre les conservateurs, comme on les appelle aujourd'hui, c'est jamais de la haine, c'est de la saine vigilance démocratique. Je pense qu'il va falloir voir que les discours haineux, pour reprendre le terme consacré, viennent aussi beaucoup trop souvent du progressisme, et les progressistes ont un travail d'autocritique et de trait de conscience à faire par rapport à leur propre comportement politique. Et qu'est-ce qui peut être fait justement pour apporter un peu de nuance dans le débat public là, au Québec? Alors moi, ça se fait pas en deux secondes, mais vraiment, je crois que l'effondrement de la culture générale n'est pas sans lien avec le fanatisme nouveau. Parce qu'on se retrouve avec beaucoup de gens, surtout à l'université, qui n'ont de culture que leur idéologie. Ils n'ont pas des éléments de culture classique qui pourraient modérer, calmer, les inciter une certaine modération, une certaine modestie, une certaine humilité, avec une conscience des grandes œuvres qui ramèneraient leur pensée à sa juste dimension, disons ça comme ça. Et là, on se retrouve avec beaucoup de gens qui ont une culture très limitée et qui très rapidement prennent pour des vérités révélées, absolues, définitives, les innovations idéologiques les plus loufoques des sciences sociales, souvent. Dans la logique du marxisme comme science, d'une certaine façon. Oui, bien sûr. Ça c'est les progressistes ont ce culot remarquable de toujours faire passer leurs nouvelles élucubrations idéologiques pour l'expression nouvelle de la science. On le voit avec la théorie du genre. Mais hier, il y avait le marxisme comme science et comme engagement. Aujourd'hui, il y a l'idéologie diversitaire comme science et engagement. Ça ne changera pas. Et il faut, me semble, on aurait besoin, devant tout cela, d'un Philippe Meuret nouveau qui rirait méchamment et cruellement de la bêtise de l'époque. Mais puisque nous ne sommes pas Philippe Meuret, eh bien, on doit se contenter honnêtement et modestement de faire un travail intellectuel de fond pour déconstruire les assises de la nouvelle tentation totalitaire. Et dans ce contexte, qu'est-ce que l'Église catholique pourrait faire là, dans ses moyens, dans son être propre là, au Québec, dans ce qu'elle représente en réalité? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Je n'ai pas la prétention d'être le conseiller de l'Église. Je vous offre la possibilité de le faire. Ça, c'est très apprécié. Je crois que l'Église, qu'elle assume l'héritage qui est le sien, c'est-à-dire qu'elle rappelle le rôle qu'elle a joué dans l'histoire du Québec, non pas à travers le discours officiel consacré de l'Église très méchante, mais qu'elle rappelle l'empreinte, la part positive de l'empreinte qu'elle a laissée au Québec, ça serait déjà pas mal. Qu'elle soit capable de nous rappeler nos racines les plus profondes, qu'elle soit capable aussi peut-être de se faire, c'est pas inimaginable, la gardienne d'une partie de la mémoire de la Nouvelle-France. Elle est connectée à ce noyau profond de l'histoire, ces racines premières de l'histoire du Québec. Et ensuite, donc de ce point de vue, si elle est capable de montrer comment elle a accompagné le développement du peuple québécois au point de se fusionner avec lui à quelques moments, s'en détacher à d'autres, je pense que si elle peut rappeler la complexité de son enracinement et déconstruire l'image caricaturale qu'on a d'elle, elle fera un bon travail pour elle et pour le peuple où elle est intégrée. Et vous, Mathieu Bock-Côté, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année qui s'ouvre devant nous? La même chose que d'habitude, du temps de travail, de la concentration. De bonne lecture. De bonne lecture. Fondamentalement, c'est ce qui rend un homme heureux. De bonne lecture, de bons repas, de bonnes rencontres avec les amis. Pour le reste, la vie se passe bien. Très bien. Mathieu Bock-Côté, c'est une joie de vous avoir eu pour cette dernière émission de l'année, vraiment. Merci d'avoir été avec nous. Je note à nos téléspectateurs 2 livres que vous avez publiés récemment, Le multiculturalisme comme religion politique et L'Empire du politiquement correct, tous les 2 publiés aux éditions du Cerf et Novalis pour le Québec. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.